I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une simple découverte puisse changer aussi brutalement le ton de tout le débat. Jusque-là, le discours autour de Meghan semblait surtout axé sur son image, son autonomie et la question de savoir jusqu'où une personne peut aller après avoir pris ses distances avec une institution. Mais lorsque la nouvelle d'une prétendue découverte financière a éclaté, tout a basculé. Non pas parce que les faits étaient déjà établis, mais parce que la simple suggestion a suffi à déclencher une réaction en chaîne. J'ai vu à quelle vitesse les suppositions se sont imposées, comment un langage prudent a cédé la place à des jugements catégoriques et comment une histoire complexe s'est transformée en une accusation explosive en un temps record. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont cette découverte a été présentée. Non pas comme une enquête close aux conclusions définitives, mais comme une série de signaux que, selon les personnes impliquées, il était impossible d'ignorer. Un audit ainsi l'ont-ils qualifié. Des irrégularités à ce qu'il semblait, des termes abstraits pour le monde extérieur, mais qui dans le contexte royal sont lourds de sens. Ils laissent entendre que quelque chose se tramait en coulisses, quelque chose qui aurait pu enfreindre les règles tacites de transparence et de service que la famille royale s'impose. Je me suis instinctivement distancié du sensationnalisme ambiant pour tenter de comprendre ce qui se passait réellement. Car entre découverte et culpabilité, il existe un monde d'interprétation. Pourtant, il était clair que le moment de la révélation était crucial. Pas il y a des années, pas juste après le départ de Meghan et Harry, mais maintenant. Précisément au moment où ses activités commerciales gagnaient en visibilité et où sa notoriété refaisait surface. Cela soulève à lui seul des questions. Pourquoi maintenant qui décide du moment où une information est suffisamment importante pour être rendue publique et comment un tel timing peut-il être véritablement neutre ? Dans les premières heures qui ont suivi l'annonce, j'ai observé des réactions partagées. Pour certains, c'était la preuve tant attendue que quelque chose clochait depuis toujours. Pour d'autres, c'était un nouvel exemple de la rapidité avec laquelle une femme peut être condamnée sur la base d'une simple suggestion plutôt que de faits établis. Ce qui m'a frappé, c'est le peu de place laissée au doute. Comme si la découverte elle-même équivalait déjà à une condamnation. Et pourtant, personne, en dehors d'un cercle restreint, ne savait vraiment ce qui avait été trouvé et encore moins ses implications juridiques. J'ai commencé à me demander ce que cela devait représenter pour l'institution. Imaginez faire partie d'une institution qui fonctionne sur la confiance et le symbolisme et être confronté à des preuves qui menacent cette confiance. Même en l'absence d'infraction pénale, la simple apparence peut suffire à déclencher une réaction. C'est le paradoxe des institutions puissantes, elles réagissent non seulement aux faits avérés, mais aussi à l'opinion publique. Ce qui a rendu ce moment si tendu, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'administration, mais d'intention. L'idée prédominante était qu'il pourrait y avoir une marchandisation du pouvoir ou de l'influence. Dans le contexte d'une monarchie, ce n'est pas un détail, mais une menace existentielle. Cela touche au cœur même de la raison d'être de l'institution, le service public primant sur le profit personnel. La simple possibilité que cette limite ait été franchie crée une tension palpable. Dans le même temps, je percevais le danger de réduire de telles histoires à de simples dichotomies, bien contre mal victime contre bourreau. La réalité est rarement aussi tranchée. Les montages financiers sont complexes, surtout lorsqu'une personne avait une vie avant d'intégrer une famille royale et a dû la reconstruire. Ce qui apparaît comme du secret pour certains peut être perçu comme une protection de la vie privée par d'autres. Cette nuance disparaît souvent dès que le mot « offshore » est prononcé, tant il est chargé de jugements moraux. Je me suis surprise à revenir sans cesse à la question de savoir comment tout cela avait été révélé. Non pas qui a raison, mais comment le pouvoir s'exerce lorsque l'information est divulguée. Car la divulgation est rarement neutre. Elle a un but, un contexte, un effet. Dans ce cas précis, l'effet a été immédiat, une escalade. La découverte, ou plutôt le récit de cette découverte, a rendu une réaction institutionnelle quasi et inévitable. Ne rien faire aurait été perçu comme une forme de déni. Agir aurait été une confirmation de culpabilité. Un dilemme classique, sans issue facile. J'ai également constaté à quelle vitesse cette phase a éclipsé la dimension personnelle. L'individu derrière le titre a disparu noyé sous les dossiers, les audits et les relevés. Or, c'est précisément cet aspect humain qu'il ne faut pas négliger. Car chaque décision prise, chaque interprétation partagée a des conséquences qui dépassent le simple cadre de la réputation. Elles affectent les relations, les familles et toute possibilité de réconciliation. C'est peut-être là le nœud de cette première phase, le moment où une histoire bascule irrémédiablement, où la nuance cède la place à l'urgence et où le doute est perçu comme une faiblesse.
Cette découverte, aussi éphémère fut-elle, a donné le coup d'envoi à tout ce qui a suivi. Et tandis que je tentais de comprendre cela, une question persistait, une question qui allait hanter le reste du récit. Si les apparences suffisent à déclencher une telle tempête, quelle importance ont les faits dans la lutte entre l'individu et l'institution? Une fois le choc initial passé, j'ai commencé à discerner des schémas. Non pas dans des détails isolés, mais dans la manière dont l'information s'accumulait et prenait sens. L'histoire ne tournait plus autour d'une simple découverte supposée, mais autour d'une série de mouvements qui ensemble formaient une trace financière silencieuse. Ce qui m'a frappé, c'est que le timing et la structure étaient devenus plus importants que les montants individuels. Il ne s'agissait pas de sensationnalisme, mais de cohérence. Et la cohérence, c'est précisément ce qui inquiète les institutions. J'ai essayé d'adopter le point de vue d'un superviseur. Non pas de manière émotionnelle, mais logique. D'où vient l'argent? Où va-t-il? Et surtout, pourquoi à ce moment précis? Dans toute organisation et particulièrement dans celle qui repose sur des symboles et la confiance, il existe des protocoles qui ne sont pas de simples règles mais aussi des cadres éthiques. Dès que des transactions ou des structures semblent s'écarter de ces cadres, des frictions apparaissent. Même lorsque tout est juridiquement défendable, l'ensemble peut paraître problématique. Ce qui rendait cette phase particulière, c'était sa complexité apparente. L'image qui se dégageait n'était pas celle de simples erreurs ou de négligences, mais celle d'une superposition de couches. Des couches qui creusent un fossé entre la source et la destination. Ce n'est pas illégal en soi, et c'est courant dans le monde financier moderne. Pourtant, cela soulève des questions quant au moment où la transparence devrait être le maître mot. Pourquoi cette distance? Pourquoi ces détours? Ce sont des questions qui n'entraînent pas automatiquement une condamnation, mais elles incitent à l'enquête. J'ai constaté que mon attitude avait évolué de la curiosité à la prudence. Car dans ce genre d'histoire, le risque est grand d'attribuer des motivations sans connaître le contexte complet. Parallèlement, il est compréhensible que les autorités de réglementation ne puissent pas attendre que chaque nuance soit expliquée publiquement. Leur rôle n'est pas de faire preuve d'empathie, mais de gérer les risques. Et dès qu'un comportement est jugé risqué, des mesures sont prises. Il était frappant de constater la fréquence des événements temporels dans les analyses. Non pas un moment isolé, mais des regroupements, des périodes où des mouvements coïncidaient avec des événements publics ou internes. Cela n'implique pas nécessairement de causalité, mais alimente les interprétations. Et dans une culture médiatique, les interprétations ont parfois plus de poids que les faits. J'ai vu avec quelle rapidité ces schémas étaient repérés et reproduits jusqu'à devenir autonomes. Ce processus est dangereux, car il gomme les nuances et renforce les idées reçues. Ce que je ne pouvais ignorer, c'était l'asymétrie des pouvoirs. D'un côté, un individu ou une famille. De l'autre, une institution dotée de ressources de temps et de légitimité. Même lorsque les deux parties agissent formellement dans le cadre de la loi, les forces ne sont pas égales. L'institution peut attendre, enquêter et peser le pour et le contre. Pendant ce temps, l'individu vit sous une surveillance constante. Chaque jour d'incertitude est vécu comme une condamnation sans verdict. Cette tension est devenue de plus en plus palpable durant cette période. J'ai commencé à me demander dans quelle mesure ce cheminement était inévitable. Lorsqu'une personne occupe une fonction publique puis se consacre à sa vie privée, des recoupements apparaissent, presque toujours anciens réseaux, contrats en cours source de revenus antérieurs. La question n'est pas de savoir si ces éléments existent, mais comment ils sont gérés. La transparence peut protéger, mais elle peut aussi rendre vulnérable. L'isolement peut offrir une sécurité, mais il engendre la méfiance. C'est un paradoxe sans solution simple. Ce qui a rendu cette phase particulièrement tendue, c'est le silence des personnes impliquées. Aucune explication détaillée, aucun contexte, seulement des signaux indirects. Le silence peut être stratégique, mais il peut aussi attiser les tensions. En l'absence d'explication, d'autres comblent les lacunes. J'ai vu comment ce vide était comblé par des suppositions souvent alimentées par des croyances préexistantes. Pour certains, chaque détail confirmait une image préexistante. Pour d'autres, chaque détail était suspect simplement parce qu'il était partagé. Je me suis demandé si l'on aurait pu en arriver là sans que la situation ne s'envenime. Une plus grande transparence aurait-elle permis de désamorcer les tensions plus tôt, ou aurait-elle soulevé de nouvelles questions? Il est facile de trouver des solutions après coup, mais sur le moment, les choix sont rarement évidents. Surtout quand chaque mot peut être interprété comme une preuve, chaque geste comme un aveu de culpabilité. Ce qui m'a également frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'attention s'est déplacée de « et que s'est-il passé » à « qu'est-ce que cela signifie ». Le sens a pris le pas sur les faits. L'implication potentielle, aussi vague soit-elle que la position et l'influence étaient intimement liées aux structures financières, a soulevé une question morale. Or, les frontières morales sont souvent plus importantes pour les institutions que les frontières légales. Elles déterminent leur légitimité. À ce stade, tout semblait inachevé. Aucune conclusion, aucune résolution. Seulement le sentiment grandissant que la piste, aussi discrète fût-elle, ne pouvait plus être ignorée.
que son existence même suffisait à déclencher une série de décisions. Et cette prise de conscience m'a conduit à une question troublante qui planait sur tout le reste. Si l'interprétation et la perception jouent un rôle si important, est-il réaliste de croire que la vérité seule suffit à mettre fin à un conflit de cette ampleur ? Dès l'instant où le discours est passé de la suspicion à la réaction institutionnelle, j'ai senti la dynamique basculer définitivement. Ce qui jusque-là pouvait passer pour une simple enquête interne ou une série de signaux ambigus prenait désormais des allures de problèmes systémiques. Il ne s'agissait plus d'action ou d'interprétation individuelle, mais de la position même de la monarchie. Et dès qu'une institution se sent menacée, la logique change. La prudence cède alors la place à l'instinct de conservation. J'ai cherché à comprendre pourquoi ce point était si crucial. La monarchie prospère grâce à la confiance, grâce à l'idée qu'elle est au-dessus des intérêts personnels. Même l'apparence qu'une personne ayant accès au cœur du système puisse exploiter cet accès à des fins privées sape cette confiance. Il ne s'agit pas de preuves au sens pénal du terme, mais de légitimité. Et la légitimité est fragile. Une seule faille peut suffire à ébranler tout un récit. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle le discours a évolué. Là où l'on parlait auparavant de irrégularité et de questions, on évoque désormais les limites et le précédent. Ces termes renvoient à des principes, non à des individus. Ils laissent entendre que cette affaire est perçue comme un exemple, comme un précédent. Face à ce changement, j'ai ressenti toute la gravité de la décision qui m'incombait. Agir serait sévère, ne pas agir pourrait s'avérer fatal pour la crédibilité de l'ensemble. Je ne pouvais m'empêcher de penser au contexte historique. La monarchie a survécu aux crises précédentes en s'adaptant, mais toujours dans un cadre strict. Chaque ajustement se dissimulait sous une apparence de continuité. C'est le paradoxe, changer pour rester le même. Dans cette perspective, on comprend que l'on se méfie des situations qui perturbent cet équilibre. Un monde commercial moderne se heurte à un système traditionnel qui prospère en se tenant à distance de l'argent et du pouvoir. Dans le même temps, j'avais le sentiment que ce raisonnement risquait d'occulter la dimension humaine. Car si les institutions réagissent collectivement, les conséquences sont ressenties individuellement. Une décision prise pour protéger le système peut être vécue comme une condamnation publique. Ce décalage entre intention et réalité est dangereux. Il alimente le ressentiment et polarise le débat. J'en ai été témoin en direct dans les commentaires, les analyses et sur les réseaux sociaux. Pour compliquer encore la situation, chaque étape était interprétée comme la confirmation d'un récit préétabli. Pour les détracteurs de Meghan, l'intervention institutionnelle prouvait que quelque chose clochait depuis toujours. Pour ses partisans, c'était la preuve que le système ne l'avait jamais vraiment accepté. Les deux camps voyaient une vérité totalement différente dans la même action. Et cela rend presque impossible pour une institution d'agir justement, car chaque choix aliène un groupe et renforce l'autre. J'ai commencé à me demander si ce conflit n'était pas inévitable, quel qu'en soit l'élément déclencheur. L'association d'une personnalité jouissant d'une notoriété internationale et d'une institution fondée sur la tradition est explosive. Dès que cette personne connaît le succès en dehors du système, des tensions apparaissent. Le succès suscite la méfiance, non pas qu'il soit immoral, mais parce qu'il démontre qu'une influence peut s'exercer sans contrôle formel. C'est un problème auquel les structures hiérarchiques sont confrontées. J'ai également constaté la prudence persistante de la communication officielle. Aucun détail, aucune accusation, seulement des références aux normes et aux responsabilités. Stratégiquement compréhensible, ce silence laisse place à la spéculation. Et la spéculation comble rapidement le vide. En l'absence d'explications concrètes, des récits émergents qui parfois s'éloignent des faits. C'est le risque du silence institutionnel à l'ère de la connectivité permanente. Je me suis retrouvé partagé entre compréhension et malaise. Comprendre la nécessité de fixer des limites, mais ressentir un malaise face à la manière dont cela devient inévitablement personnel. Car même lorsque l'intention est pure, l'impact l'est rarement. La personne concernée ne subit pas une politique abstraite, mais des conséquences concrètes. Réputation, relations, perspectives d'avenir, tout est en jeu. Durant cette phase, il est également devenu évident que le retour au statu quo n'était plus envisageable. La boîte de Pandore était ouverte. Même si aucune sanction sévère n'était finalement imposée, la confiance ne serait pas rétablie d'elle-même. La question n'était plus de savoir s'il y avait eu des dégâts, mais quelle en serait l'ampleur et qui en supporterait le coût. L'institution avait fait un choix implicite ou explicite, et de ce fait, une limite avait été fixée. Alors que je tentais de démêler tout cela, une idée revenait sans cesse. Dans un conflit entre l'individu et l'institution, il est rare que quiconque sorte vainqueur. Il n'y a que des issues impliquant différentes formes de pertes. Le défi consiste à déterminer quelle perte est acceptable pour préserver l'intérêt général. Et c'est précisément cette considération, me semblait-il, qui était désormais essentielle. L'issue déterminerait non seulement le dénouement de cette histoire, mais aussi la manière dont seraient abordés les futurs conflits entre liberté individuelle et pouvoir institutionnel.
À mesure que l'attention se déplaçait des procédures vers les individus, le conflit prenait inévitablement une tournure plus intime. J'ai constaté que les noms de Charles et William ne représentaient plus seulement des titres, mais étaient devenus porteurs d'attentes, d'émotions et de projections. À cet instant, j'ai eu l'impression que la façade institutionnelle s'était momentanément effondrée, révélant une famille contrainte d'agir sous une pression extrême. Dès lors, chaque décision s'avère plus difficile car elle est pesée non seulement sur des critères politiques et juridiques, mais aussi moraux et personnels. J'ai tenté d'imaginer ce que cela représente d'être dans une telle situation. D'un côté, la responsabilité d'une institution séculaire qui se doit de projeter la stabilité, de l'autre, la nécessité de préserver des liens familiaux déjà mis à rude épreuve. Dans cette tension, la neutralité est une illusion. Chaque choix, même l'inaction, est interprété comme une prise de position. Et c'est précisément pourquoi le rôle du futur roi est analysé avec tant d'intensité. Non pas parce qu'il détermine tout, mais parce que son attitude symbolise l'orientation de l'ensemble. Ce qui m'a frappé, c'est la fréquence d'apparition du mot « protection » dans les commentaires. Protection des valeurs de la réputation des précédents. Cela paraît rationnel, presque technique. Mais la protection implique aussi l'exclusion. Il faut exclure quelqu'un ou quelque chose du cercle pour préserver le noyau. C'est une dure réalité rarement abordée ouvertement mais dont les conséquences sont palpables. Dans ce cas précis, cette tension était douloureusement visible. Je ne pouvais m'empêcher de repenser au passé. Les lignes de fracture étaient déjà là. Méfiance, malentendu, déception. Ce moment ne ressemblait pas au début d'un conflit mais à son aboutissement. Un point de convergence des tensions passées exigeant une issue. En ce sens, la réponse institutionnelle semblait non seulement une réaction aux événements récents, mais aussi la conclusion d'une période plus longue et difficile. Ce qui a rendu cette phase particulièrement tendue, c'est le regard du public. Normalement, les familles peuvent garder leurs conflits privés. Ici, c'était impossible. Chaque étape était filmée, analysée et évaluée. Cela crée une pression qui fausse les décisions. Non seulement il faut agir, mais il faut aussi agir de manière à être justifiable devant des millions de téléspectateurs. Or, ce public n'a pas tous les éléments en main, pas de discussion interne, pas de doute. Il ne voit que le résultat et imagine le reste. J'ai constaté que ma sympathie n'était pas figée, mais oscillait entre différents points de vue. Il est facile de condamner les choix difficiles quand on n'en subit pas soi-même les conséquences. Parallèlement, il est compréhensible que ceux qui en subissent les conséquences se sentent trahis. Ce malentendu mutuel alimente l'escalade. Chaque camp se sent moralement justifié et considère l'autre comme déraisonnable. Durant cette phase, il est également devenu évident que la marge de manœuvre pour les compromis était très réduite. Une solution timide serait perçue comme un signe de faiblesse, voire de culpabilité. Un engagement total serait interprété comme un manque de sincérité et d'humanité. Il n'existait aucun scénario qui puisse satisfaire tout le monde. Cette prise de conscience complique les décisions, car on sait que chaque décision laisse des traces. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le silence de certains. Aucune explication détaillée, aucune tentative publique de réconciliation. Cela peut être stratégique, mais cela révèle aussi combien quelques mots peuvent parfois suffire à tout arranger. Lorsque la confiance est rompue, chaque mot est pesé et suspecté. Le silence devient alors une forme d'autoprotection, mais aussi une source de spéculation. Je me suis demandé dans quelle mesure cette crise allait altérer irrémédiablement les relations personnelles. Certaines fractures sont invisibles et pourtant permanentes. Elles surgissent lorsque l'on se sent contraint de choisir entre ses principes et l'amour. Dans ces cas-là, le regret persiste souvent de part et d'autre, même lorsque l'on est convaincu du bien fondé de la décision. Cet aspect humain me touche peut-être davantage que l'analyse institutionnelle. Ce passage du récit a marqué un tournant décisif faisant basculer l'abstraction. Il ne s'agissait plus de règles ni de systèmes, mais de personnes sous pression, contraintes de faire des choix qui façonnent leur destin. Cette prise de conscience a révélé une vérité dérangeante. Parfois, un système force les individus à prendre des décisions qu'ils ne souhaitent pas vraiment prendre. La question qui demeurait n'était plus de savoir qui avait raison, mais jusqu'où une famille et une institution étaient prêtes à aller pour se protéger. Durant cette phase, tout s'est propagé au grand jour. Ce qui jusque-là semblait relever en partie de l'interne et du procédural est soudainement devenu public. J'ai vu l'affaire s'affranchir des dossiers et des salles de réunion pour envahir les plateaux télé, les commentaires et les réseaux sociaux. Ce moment a marqué un tournant. Désormais, l'attention ne se portait plus seulement sur les résultats de l'enquête, mais surtout sur la manière de les relater. Et dans ce domaine, le cadrage compte souvent plus que la nuance. J'ai constaté la rapidité avec laquelle des camps se sont formés. Pour certains, c'était la preuve que le système agissait enfin. Pour d'autres, la preuve qu'on ne pouvait jamais lui faire confiance. Cette polarisation a été alimentée par des messages courts, des titres accrocheurs et des réactions émotionnelles. La complexité de l'histoire ne correspondait pas au rythme de l'actualité, elle a donc été simplifiée. Il ne s'agit pas d'un complot, mais d'un mécanisme.
Cette simplification a entraîné une perte considérable, notamment dans la zone grise, où résident le doute et l'incertitude. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont les accusations et les défenses se renforçaient mutuellement. Chaque action d'un camp provoquait une réaction de l'autre. On aurait dit une partie d'échecs où chaque coup était destiné au public et non plus seulement à l'adversaire. L'enjeu n'était plus seulement la réputation mais la crédibilité. Qui était cru? Qui pouvait se prévaloir du droit moral? Ces questions ont donné le ton. Dans ce contexte, le silence prit une nouvelle signification. Là où il aurait pu auparavant être perçu comme une attente ou une réflexion stratégique, il était désormais interprété comme un aveu de culpabilité ou d'arrogance selon le point de vue. Parler était risqué, tout comme se taire. Je me demandais comment il était possible de prendre des décisions rationnelles dans une telle situation. Chaque choix semblait erroné une fois examiné par un public hostile. Le rôle des médias est devenu primordial à ce stade. Non pas parce que les journalistes prenaient parti, mais parce que la sélection est inévitable. Qu'est-ce qui est mis en avant? Qu'est-ce qui est omis? Quels mots sont choisis? Chaque détail peut influencer le récit. J'ai constaté comment les mêmes faits étaient présentés de manière totalement différente selon la plateforme. Cela a accru la confusion et alimenté la méfiance. Ce qui m'a également intrigué, c'est ce réflexe humain de chercher du sens. On souhaite que les histoires soient cohérentes, qu'elles aient un héros et un méchant. Mais la réalité ne se prête pas toujours à cet ordre. Dans ce cas précis, ce besoin a conduit à des jugements hâtifs fondés sur des informations incomplètes. C'est compréhensible, mais dangereux. Car dès qu'on croit connaître toute l'histoire, on se ferme à toute nouvelle perspective. J'ai constaté que les réactions hostiles prenaient une tournure de plus en plus personnelle. Il ne s'agissait plus d'action ou de structure, mais de personnes. C'est un schéma récurrent dans les conflits publics lorsque les faits sont complexes, l'intention devient centrale. Or, l'intention est difficile à prouver mais facile à condamner. Cela a envenimé le débat et réduit les chances de réconciliation. Dans le même temps, j'ai constaté comment la défense s'est muée en contre-offensive. Il ne s'agissait plus seulement de répondre aux accusations, mais de modifier le discours dominant, de poser des questions sur les motivations, les abus de pouvoir et les inégalités de traitement. Cette stratégie s'avère efficace car elle déplace l'attention du « que s'est-il passé » vers qui a le droit de juger. Dans un monde sensible à la critique du pouvoir, une telle stratégie trouve rapidement un écho favorable. Je me suis demandé quel impact cela avait sur les personnes concernées. Comment vivre quand on sait que chaque mot est pesé, chaque regard interprété? Quand même les bonnes intentions sont perçues comme de la manipulation, cette méfiance constante est épuisante. Elle épuise l'énergie et rend la guérison difficile même si la vérité finit par éclater. Cette phase m'a surtout révélé la rapidité avec laquelle un conflit peut s'auto-alimenter. L'attention médiatique suscite des réactions, ces réactions engendrent une nouvelle attention, et ainsi se crée un cycle déconnecté de la cause initiale. Dans un tel cycle, la vérité perd toute sa force. Elle devient un outil, une arme, un prétexte. C'est peut-être là le plus grand dommage, non pas l'existence du conflit en lui-même, mais le fait que les débats à son sujet laissent de moins en moins de place à l'honnêteté. Tout au long de ces événements, une pensée m'a constamment interpellé, les explosions publiques ne font que des survivants, pas de vainqueurs. Même lorsqu'un camp domine temporairement, le discours public des cicatrices subsiste. La confiance ne se reconstruit pas d'elle-même, et chaque pas qui suit repose sur des fondations déjà fragilisées. La question qui m'a préoccupé et que je souhaite partager avec vous ici est la suivante: si chacun cherche avant tout à l'emporter sur la scène publique, qui garantira alors la possibilité d'une véritable résolution du conflit? Au terme de ce parcours, j'ai eu l'impression que tout convergeait, non pas vers une réponse claire, mais vers une série de choix, chacun ayant son prix. J'ai constaté que mon attention se portait naturellement vers l'avenir, car s'attarder sur les accusations ou les justifications n'était plus productif. La question essentielle n'était plus de savoir qui avait raison, mais ce qui restait possible sans dommages irréversibles. À ce stade, chaque scénario devient moins théorique et beaucoup plus personnel. J'ai entrevu 4 voies possibles. La première était la confrontation directe. Persévérer sur le plan juridique et public, au risque que chaque nouveau détail n'aggrave le conflit. Cette voie peut sembler juste, mais elle a un coût exorbitant. Non seulement financier et réputationnel, mais aussi émotionnel. Les conflits avec les institutions sont des guerres d'usure. Même lorsqu'on croit gagner la question demeure: qu'est-ce qui est perdu en cours de route? Obtenir justice vaut-il la peine si la reconstruction devient impossible? La seconde voie était la négociation, discrètement en coulisses, avec des concessions de part et d'autre. Rarement satisfaisant pour le public, mais souvent pour les personnes impliquées. Les compromis ont l'inconvénient de ne jamais paraître totalement justes. Ils laissent place à l'interprétation et aux rumeurs. Pourtant, ils peuvent empêcher une escalade. Je me demandais quelle marge de manœuvre restait pour cette voie maintenant que tout était devenu si public. Plus une solution doit être discrète, plus elle devient difficile à mettre en œuvre sous le regard de tous.
La troisième voie semblait la plus symbolique, la redéfinition volontaire. Décider soi-même de ce que l'on souhaite conserver du passé, non par contrainte mais par choix. Cela exige du courage car cela implique de se détacher d'un élément qui a façonné l'identité pendant des années. Parallèlement, cela peut être libérateur, mais la libération n'est pas sans risque. La visibilité peut diminuer, l'influence peut se déplacer. La question est de savoir si la liberté sans capital symbolique offre encore les mêmes perspectives. La quatrième option était d'attendre. Laisser le temps faire son œuvre, laisser la tempête faire rage et espérer que l'attention se détourne. Cela arrive souvent lors des crises médiatiques. Mais cette fois-ci, c'était différent. L'enjeu était trop important, les questions trop fondamentales. Attendre ne semblait pas être une stratégie, mais plutôt un moyen de repousser des décisions inévitables. Et le retard ne fait souvent qu'aggraver les dégâts. Ce qui m'a le plus préoccupé durant cette période, c'est l'impact sur l'avenir et surtout sur celui des enfants. Ils grandissent sous le poids de choix qu'ils n'ont pas faits. Chaque décision prise aujourd'hui façonne leur avenir. Cette prise de conscience donne tout son sens aux discussions en apparence techniques sur les titres, les protocoles et les limites. Il ne s'agit pas seulement du présent, mais aussi des précédents, de ce qui est considéré comme normal. Plus largement, j'ai perçu cette histoire comme un reflet de notre époque. Nous vivons dans un monde où les marques personnelles s'opposent au système collectif, où la liberté est célébrée mais où des frontières persistent. Ce conflit révèle combien il est difficile de concilier les deux. Non pas parce que quiconque a fondamentalement tort, mais parce que les structures sur lesquelles elles reposent obéissent à des logiques différentes. Ma prédiction ne désigne donc ni vainqueur ni vaincu. J'anticipe un résultat juridiquement défendable mais émotionnellement insatisfaisant. Une solution qui protège le système mais laisse des traces. C'est souvent ainsi que se terminent ces histoires. Non pas par un triomphe, mais par l'acceptation. J'aimerais conclure par une question ouverte qui dépasse le cadre de ce cas précis. Quelle est la véritable autonomie possible lorsque l'identité est intimement liée à des institutions qui dépassent l'individu et qui déterminent où se situe cette limite? Je vous invite à y réfléchir et à partager votre point de vue. Merci d'avoir suivi ce récit. S'il suscite votre réflexion, n'hésitez pas à poser d'autres questions et à revenir vers nous car cette conversation est loin d'être